Mesdames et messieurs, du 23 juillet au 2 août 2024, j'étais à Caracas en tant qu'invité international du Parti socialiste unifié du Venezuela, PSUV, à l'observation de l'élection présidentielle du 28 juillet 2024. Je l'étais pratiquement à un triple titre comme premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, comme président de West African People Organization, c'est-à-dire OPAO, Organisation des peuples d'Afrique de l'Ouest, et comme président de l'Alliance pour la patrie. À ce titre, à ce point, je tiens déjà à adresser mes remerciements au gouvernement de la République bolivarienne de Venezuela de nous avoir donné l'occasion de faire cette expérience. À cette occasion, le gouvernement du Venezuela a invité un nombre impressionnant d'observateurs internationaux, pas moins de 900, provenant de 101 pays. C'est dire la confiance des autorités vénézuéliennes sur la légitimité et la fiabilité du système électoral ainsi que de l'enjeu particulier de cette élection. En tant qu'observateur, le jour du scrutin, nous avons sillonné beaucoup de bureaux de vote, interrogé des citoyens vénézuéliens, recueilli des avis. Beaucoup d'invités ont été déployés en dehors de la capitale, dans des zones périphériques. Le système électoral vénézuélien, performant, laissait apparemment, bien sûr, peu de place à la faute. Peu de place à la faute. Les votes multiples étant impossibles. Une fois enregistré, le votant ne pouvait plus se faire enregistrer ailleurs, et ce dans tout le pays. Tout est calme jusqu'à la proclamation des résultats par le Consejo Nacional Électoral, c'est-à-dire Conseil électoral national, le correspondant de la Sénat béninoise, intervenu dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024. Le président Maduro a été régulièrement élu avec 51,2% des voix. C'est ce que nous, observateurs internationaux, que nous étions bien sûr, avions de façon claire et nette et unanime salué. Nous avons salué le déroulement régulier des élections et la réélection régulière du président Nicolás Maduro. Et c'est là qu'on a assisté à une fronde post-électorale intense, à un lever de bouclier, avec intervention massive étrangère et agressive des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et des gouvernements fascistes d'Amérique latine, tels ceux d'Argentine, d'Équateur, d'Uruguay et autres, et ce, à un niveau jamais égalé, du moins selon les observateurs. Les manifestants s'en sont pris directement, non seulement au statut de Chavez lui-même dans la capitale, mais même dans les villes périphériques. Des statues représentant des peuples autochtones immortalisés par Chavez ont été détruites, exprimant carrément et ouvertement un mouvement fasciste et suprémaciste blanc
dans le genre Bolsonaro au Brésil, ou Milei en Argentine, ou autre, n'est-ce pas, RN en France. En réalité, ce fait n'est pas nouveau. On a l'impression d'assister à un remake de ce qui s'est passé à la dernière élection de Maduro en 2018. En ce mois déjà, voici ce que l'on écrivait les journalistes. Nicolás Maduro, successeur du charismatique Hugo Chavez, tout juste réélu, s'apprête à gouverner le pays dans des conditions difficiles. Fin de citation. Mais pourquoi un tel branle-bas après des élections au Venezuela? Pourquoi tant de bruit alors que le monde, ou en Afrique et aux États-Unis même, on assiste à des élections beaucoup moins transparentes, truquées même, sans que nulle part on assiste à un tel déversement d'émotions? C'est qu'ici, il ne s'agit nullement de la prétendue démocratie, de la défense des droits de l'homme comme prétendent les États-Unis et autres. Non, car regardez Gaza, c'est la démocratie, les droits de l'homme. Donc ici, il ne s'agit ni plus ni moins que des intérêts de puissance impérialiste, États-Unis et alliés principalement, dans leur rage du contrôle des ressources minières du monde, et en particulier celle du Venezuela. Mais pourquoi un tel pays, si riche, est plongé dans la crise la plus grave de son histoire? Tout simplement parce que le peuple vénézuélien a décidé, depuis l'avènement du régime révolutionnaire de Chavez en 1998, de devenir propriétaire de ses ressources et de se prendre en main en s'assurant sa souveraineté. Comme on dit souvent là, disons, l'immensité des richesses constituée là, à ce niveau-là, comme au Congo démocratique, un malheur. Alors, comme vous le voyez, le crime qu'a commis le pouvoir socialiste de Chavez et aussi à sa suite le pouvoir, n'est-ce pas, du président Maduro, ont été de prendre des mesures contre cette situation, c'est-à-dire contre la situation de monopole, et, disons, des entreprises du pétrole au profit des Américains. Alors, les États-Unis d'Amérique, prenant la tête de tous les autres, ont décidé d'en finir avec le régime révolutionnaire de Chavez et plus tard, ensuite, avec le régime, n'est-ce pas, de Maduro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé d'abord par faire effondrer les prix du pétrole. Première chose. Par des manœuvres, ils ont pu faire effondrer, je crois en 2008, les prix du pétrole. Deuxième, ils ont pris toute une batterie de mesures anti-économiques contre le Venezuela. Au moins 930 mesures ont été prises contre le Venezuela, avec les embargos, etc., sur tous les produits à destination et en provenance du Venezuela. De par cette avancée, les chances d'une stabilisation du pouvoir Chavez n'est-ce pas, pouvoir chaviste de Maduro est clair. Ça se stabilise. Alors, pour les impérialistes, notamment US, il faut le déstabiliser. C'est ce qui explique la hargne actuelle des puissances impérialistes à œuvrer de toutes les forces pour faire tomber le régime révolutionnaire de Maduro avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agit
point en fait d'un problème de démocratie, il a déjà dit, démocratie, ni de défendre les droits de l'homme du tout, mais d'une question de souveraineté et de sauvegarde des intérêts des peuples. Et il faut que chacun se positionne. Soit on est avec les impérialistes, soit on est contre eux. Toutes les organisations, soi-disant de gauche, qui, comme j'ai entendu de la France la fois dernière, s'agrippent à la question de la démocratie pure, à la Trump et à la Macron, se trompent lourdement de chemin, car ils s'alignent objectivement derrière les intérêts impérialistes, notamment américains et autres alliés. Et ils seront nécessairement rejetés par l'histoire. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.